Bonsoir, merci d'être venus si nombreux pour nous rejoindre dans l'Underground, où il fait bien frais d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a une telle chaleur, merci de l'avoir affronté pour arriver jusqu'ici. Alors la question d'abord, festival, la concurrence est-elle trop dure? Je rappelle la règle des éclaireurs, hein, pas de langue de bois, pas de bullshit. On est entre nous, on peut dire la vérité. En général, de toute façon, dès qu'il y en a un qui commence à dire la vérité, les autres suivent. Donc je compte sur vous. Et je vais donner tout de suite la parole à Michel-Édouard Leclerc, qui est à l'origine de ces soirées trimestrielles, hein, qui existent depuis 2 ans. Et aussi du festival Culturissimo, qui était d'abord un festival uniquement de lecture, mais maintenant il y a aussi des concerts. Ça dure 1 mois, c'est gratuit, ça a lieu dans 60 petites villes de France et ça se termine demain. Michel-Édouard. Bonsoir à tous. La question posée ce soir par les éclaireurs nous touche à la fois, ne serait-ce que comme opérateur économique, comme agent économique. Est-ce qu'on y investit? Qu'est-ce qu'on fait avec les promoteurs de festivals, on s'est tous plus ou moins rencontrés dans la vie. Et puis ça nous intéresse de savoir si c'est au fond un nouveau mode d'expression qui, parallèlement à l'évolution du digital, aux formules d'abonnement, aux formules du cloud, font vivre et donnent chair, et quelle chair, à la culture et en l'occurrence aujourd'hui à la musique. Pour animer ce débat, Frédéric Tadei, iconoclaste, mais aussi amoureux de la chose. Je crois qu'il y a à peu près un festival par jour pendant tout l'été en France. Pourquoi est-ce qu'il y en a tant? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce phénomène? Pourquoi, depuis le début du XXIe siècle, il y a tant de festivals? Depuis 30 ou 40 ans, il y a 10 fois plus d'artistes professionnels et probablement encore plus qu'un décuplement du côté des aspirants professionnels et du côté des amateurs. Donc en fait, ce foisonnement culturel qu'on observe, alors dans le domaine musical probablement plus qu'ailleurs, mais aussi dans les autres domaines, et ben ça se traduit notamment par une explosion du nombre de festivals. C'était l'avis d'Olivier Donat, Angelo? J'ai aussi une autre vision que Gérard pourra partager avec moi, c'est que on a eu de la part des municipalités pendant très longtemps l'envie d'avoir sa salle de spectacle. Et donc toutes les salles ont voulu avoir leur zénith, qui soit productif ou pas, plein ou pas plein. Donc il y a beaucoup de zéniths qui ont été construits dans les régions de France. Et il faut dire que ça se multiplie aussi dans toute l'Europe. Hein. Ce n'est pas un phénomène que français. Marie, une réponse Dans toute l'Europe, on voit quand même des festivals aussi très différents émerger, des festivals plus de niche. Évidemment, la musique électronique est passée par là, a amené aussi, on va dire, une grande bouffée de rafraîchissement pour d'abord changer la pratique de l'événement, mais aussi a rafraîchi les line-up, puisqu'ils sont partis de tout le mouvement rave et ils ont maintenant investi souvent la grande scène des grands festivals de spectacle et de rock, où ils ont souvent pris la place des headliners, mais aussi beaucoup de petits festivals avec la musique à une part, mais une certaine identité, un certain hédonisme, une envie de niche qui était. Donc il y a beaucoup de festivals, par exemple la terre des festivals majeurs est quand même l'Angleterre. On y trouve des grands festivals pop, mais aussi des très grands festivals où la musique, les headliners et autres ne sont pas forcément la tête d'affiche la plus importante. Et on a des festivals d'art de vivre en fait. Le festival, ça attire les journalistes, ça attire les sponsors, ça met un focus à un moment donné sur un travail qu'on fait à l'année. Donc c'est aussi pour ça effectivement que si on peut puisque nous on fait que des festivals, hein, c'est notre boulot. Les autres ils font pas que ça, mais donc c'est vrai qu'on les regarde un petit peu bizarrement. Là où on va les regarder un petit peu bizarrement, c'est de dire est-ce qu'il y a un projet artistique ou c'est juste une stratégie pour dire voilà je fais un festival et donc on me voit à un moment. Gérard, non pas que tu étais à Woodstock, mais tu as fait le premier grand festival français en 2 choses. Moi, je trouve que je dis souvent que l'émotion n'est pas numérisable. Et c'est vrai que tout le monde est sur son téléphone portable et ça l'intéresse et que ça permet d'être au courant, de savoir que son copain, sa copine ou des gens de la même sphère vont être à tel endroit. Donc, on a envie de vivre ensemble des choses. C'est pas la même chose d'aller avoir un concert dans une salle et de vivre ensemble un festival. Donc ça, je pense qu'il y a un rapport, à mon avis, entre Instagram et le succès des festivals. Enfin, il y a un côté colloque aussi. En tout cas, on est tout seul dans son téléphone et on va être ensemble avec tous ces gens qui partagent les mêmes choses. Vous expliquez tous que ça marche parce qu'il y a une offre, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui trouvent ça cool aussi, pas simplement les organisateurs. La pratique de la culture, c'est une pratique sociale. Donc on vient à un festival pour une affiche, c'est vrai,
Ça, c'est la première chose. La première fois, on vient pour une affiche, l'artiste qu'on connaît, paf, on en découvre plein, on ne vient pas tout seul. La deuxième fois qu'on vient, on vient pour le festival, parce qu'on sait qu'il y a des découvertes, parce qu'on est plus en confiance. À la limite, la 10e fois, on peut venir tout seul, parce qu'on sait que dès qu'on aura franchi la barrière d'entrée, on ne sera plus tout seul. Est-ce que le public a changé? Je parlais des hippies, jeunes, contestataires de Woodstock il y a 50 ans. Vous avez plusieurs fois tous employé le mot des jeunes. Mais est-ce qu'ils sont si jeunes que ça encore aujourd'hui dans les festivals? Est-ce que ça n'a pas vieilli un peu, Jean-Paul? Est-ce que c'est pas plus des familles aujourd'hui? Le public jeune, il a amené, j'allais dire bien entendu, une nouvelle fraîcheur, aussi des nouvelles façons d'organiser. Je pense qu'avant, là où il y avait des foules indistinctes, c'est-à-dire qu'il y avait une foule, maintenant il y a des publics, il y a des générations. Et donc aussi des façons de voir, des façons de proposer, que ce soit de la nourriture, des jeux, de je sais pas quoi, des groupes, des scènes, des garderies, il y a des garderies aussi, etc. Donc ça a modifié finalement ce qu'on parle plus là d'expérience, donc tout ce qui se passe au dehors des scènes finalement. Angelo, le public? Je pense que ça dépend aussi de la programmation. Aujourd'hui, on est effectivement sur des choses qui vont être beaucoup plus sur les jeunes, mais quand on fait des artistes beaucoup plus vieux, nous on a fait Sting, on a fait Radiohead, on a fait Pearl Jam, et quand on a fait ces artistes-là, c'est un public plus vieux qui est venu. Sur Willow Green? La programmation de festival, on met presque un an à la faire. Hein. Donc c'est un très long travail. On essaye tous de raconter des histoires et on essaye de se poser 1000 questions chaque semaine quand on se voit, en se disant tiens, quel parcours on va raconter, quelle histoire on va raconter pour chaque festivalier en fait. Est-ce qu'il va aller voir ça? Puis après du coup, quel groupe il va aller voir? Il va pouvoir aller là-bas, et puis il va pouvoir aller là-bas. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop stage clash pour que justement ce festivalier puisse trouver son chemin. Et par exemple, est-ce que celui qui va aller voir Björk, qui va aller voir Moa Lasquale, est-ce que son fils pourra aller voir Moa Lasquale au même moment? Donc on essaie de s'imaginer ces histoires qu'il va y avoir entre ces festivaliers. Du truc. Oui, là on est dans des festivals jeunes, musique moderne, postmoderne, etc. Mais en fait, le phénomène du festival touche toutes les catégories de passionnés. Si vous allez à l'Interceltique, vous avez une population très familiale. Si vous allez au Festival du Bout du Monde à Crozon, c'est mais vraiment intergénérationnel. Mais si vous aimez la musique classique, regardez le succès de la Folle Journée de Nantes avec René Martin. Le festival a dépoussiéré le concert classique, a créé le bien-être et le plaisir de vivre ensemble de la musique et probablement de l'incarner à l'heure du digital. Et puis c'est le côté vivre ensemble. Il y a très peu de lieux de sociabilité dans notre société. Et donc ce sont des moments très forts de la vie sociale. Très très fort et très libéré de codification sociale justement. On oublie toujours que toutes les pratiques culturelles en fait sont enchâssées dans des relations sociales. Et les festivals, c'est ça, je pense que ça apporte beaucoup plus que d'autres pratiques culturelles, c'est que c'est un espace-temps particulier en fait. C'est-à-dire c'est pas seulement une soirée qui s'inscrit dans la routine du quotidien, etc. Mais voilà, on sait qu'à telle période de l'année, pendant 2 jours, il y a le festival et ça scande en fait le temps. Et parce qu'on est dans une société dans laquelle il y a très peu où nos temps social coule comme ça, mais il n'y a plus de fêtes religieuses comme avant. Les fêtes républicaines sont en général pas très bonne forme non plus. Donc en fait, c'est un peu les festivals en fait qui jouent ce rôle-là. Enfin, moi, j'avais travaillé sur la fête de la musique, par exemple, le succès immédiat de la fête de la musique, parce que en 82, quand la fête de la musique a été créée, c'était un hasard total. Ça s'est fait dans l'improvisation la plus totale. Les gens du cabinet disaient on pensait que la préfecture voulait pas donner 2 jours avant, voulait pas donner l'autorisation. On pensait vraiment que ça allait être un four, etc. Et donc ça a été un succès d'emblée, quoi, et assez imposé tout de suite. Pourquoi? Parce que nos sociétés manquent probablement de ces repères. Les rapports, je veux dire, ils sont faciles dans un festival parce qu'ils durent pas longtemps. Concrètement, je peux rencontrer une fille, je peux rencontrer un garçon, je peux aller vers elle, je peux aller vers lui, parce que je sais qu'à la limite, peut-être le lendemain, je ne la reverrai pas. C'est un espace-temps, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est un espace-temps à part, en dehors de la vie. Bulle. C'est une petite bulle. Ouais. Voilà. Il y a d'ailleurs des bébés festivals, des bébés qui ont été conçus dans des festivals. On en connaît. Et on va arriver sur le débat de la concurrence qui semble de plus en plus dur. Et pour cause, on a l'impression que tous les festivals ont lieu en même temps, parfois au même endroit, comme en Bretagne, on le disait. En même temps, c'est pendant l'été, là, juillet, août, c'est là où il y a la plus grosse concentration.
le public des festivals, il a envie de voir des artistes qui ont fait l'actualité de l'année. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans un système hyper capitaliste de ça. La meilleure offre avec celui qui répondra le premier au meilleur moment. Mais autre question, Jean-Paul, les Eurocaines de Belfort pouvaient souffrir autrefois James Brown, Carlos Santana, David Bowie. Les plus grands sont venus aux Eurocaines. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Oui, Booba est venu, Daft Punk est venu il y a quelques temps. Français. Est-ce que vous pouvez encore vous offrir les grandes stars qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Mais les grandes stars d'aujourd'hui, elles ne sont pas devenues trop chères? Bien sûr qu'il y en a qui sont trop chers, mais en fait, nous, notre réputation, c'est d'être des petits malins. Voilà. C'est-à-dire d'essayer de choper le truc pas trop cher au bon moment. Voilà. C'est ça. Donc, on prend Lana Del Rey au moment où elle sort son premier album, on fait Booba au moment où personne ne veut le faire, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut faire. Mais si vous nous dites, si vous posez la question, est-ce que nous, à quel moment on s'arrête? Oui, au-delà de 500 000 euros, on s'arrête, quoi. La concurrence, elle est plus comme avant. Avant, quand les artistes venaient en Europe, il y avait 10 gros festivals européens, inclus les festivals français. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a 80, 100, et inclus aussi les Français. Donc, il y a un problème de temps, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Il y a un problème de moyens et d'argent. Cette concurrence, est-ce qu'elle est favorable à l'émergence de nouveaux talents? Bien sûr, mais ce n'est pas la concurrence qui est favorable. C'est la démocratisation, l'accessibilité à la musique. C'est-à-dire que le digital, depuis 10 ans, a révolutionné la musique. Pourquoi? Parce que pendant 20 ans, on a été à écouter une radio et il y avait 10 artistes qui passaient pendant 6 mois. Les mêmes. On regardait la télévision, c'est les 10 mêmes qui passaient à la télévision. Donc on avait le choix entre 10 et 10. Aujourd'hui, tous les vendredis, il y a des dizaines d'artistes qui sortent, il y a des dizaines d'albums, et du coup on a cette possibilité de se dire qu'il y a des artistes qui vont beaucoup plus vite. La vraie inquiétude au-delà de ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui sont émergents, c'est le cas, mais ça va très vite. C'est qu'un artiste aujourd'hui peut être tête d'affiche et demain ne plus l'être. Et le festival, c'est plus grand que l'artiste. C'est-à-dire que soit il rentre pas dedans. Nous, on ne construit pas un festival autour d'un artiste. En fait, on doit défendre l'univers de chacun de nos festivals. Quand on regarde la sociologie des publics, il manque quand même à l'appel beaucoup de représentants des catégories populaires. Et si on avait des statistiques ethniques en France, on s'apercevrait aussi que même les festivals de musique du monde, quels qu'ils soient d'ailleurs, sont souvent des festivals où ceux qui sont issus des musiques du monde sont sur scène, mais très peu dans la salle ou dans le chant, quand c'est un chant. Le digital, c'est formidable parce que ça rend accessible toute musique, mais le vivre avec des copains, le vivre avec des amis en live, et c'est quand même des beaux moments de joie de vivre, et soyez remerciés en tout cas de ce que vous nous offrez. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je remercie ceux qui nous ont suivis sur l'internaute. Merci à tous et bonne soirée.